Une semaine après les inondations, Macky Sall se rend enfin au chevet des sinistrés. Pourquoi ont-ils retard? Les tournées économiques, Macky retourne dans les régions. Que comprendre? La guéguerre entre opposants autour des questions de l'heure. Quelle lecture? Pour répondre à toutes ces questions, Remue Ménage reçoit ce dimanche Ludovic Rosner, juriste et analyste politique, et Bakary Domingo Mané, journaliste communicant. Remue Ménage, c'est tous les dimanches 10h10 11h sur la radio de toute l'actualité, la RFM. Merci à Abdoulaye Diop qui assure la mise en onde de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue Ménage reçoit ce dimanche Bakary Domingo Mané, journaliste, communicant, directeur de publication du journal en ligne Monde Afrique. Bakary, bonjour. Bonjour. Notre second invité, Ludovic Rosner, va nous prendre en cours. Il est juriste et analyste politique. Le temps de laisser Ludovic souffler un tout petit peu. Bakary, nous allons démarrer avec vous. Les inondations cette semaine, on en a beaucoup parlé. Ces inondations qui préoccupent des milliers de familles, mais on n'a pas compris, ou beaucoup n'ont pas compris, pourquoi le chef de l'État est resté près de 2 semaines avant de se rendre sur le terrain, Bakary. Oui, merci beaucoup pour l'invitation, Pabès. Évidemment, je pense que ce sont des interrogations légitimes parce que si l'on compare la gouvernance, n'est-ce pas, de Maître Ouad à celle de Macky Sall, on savait que comparaison n'a pas raison, mais quand même, souvent quand vous entendez les Sénégalais parler, ils vous diront oui, quand Ouad était là, il était en voyage et il avait beaucoup plu. De l'aéroport, il est allé carrément au niveau de la banlieue pour s'enquérir, n'est-ce pas, de la situation, n'est-ce pas, des populations sinistrées. Et d'ailleurs, il a fait une déclaration choc en disant qu'il mettait fin, disons, au Sénat, vraiment pour venir en aide aux sinistrés. Donc, quand vous êtes habitué à un tel management, et face à un président, n'est-ce pas, qui est lent dans les actes qu'il pose, évidemment, c'est tout à fait légitime que les Sénégalais se demandent, mais pourquoi le même jour, il ne s'y est pas rendu, ou bien, même s'il était à l'étranger, dès son retour, aller, n'est-ce pas, au chevet, n'est-ce pas, des populations sinistrées. Évidemment, la conclusion que certains en tirent, c'est que, bon, le président, peut-être, n'accorde pas trop d'intérêt, hein, disons, aux mots des populations, n'est-ce pas, qui ont voté pour elle. Ludovic, bonjour. Bonjour. Alors, l'argument que brandissent certains tenants du pouvoir, c'est de dire, bien que le président n'y soit pas allé dès les premières heures, mais il a entrepris pas mal d'actions pour soulager les victimes. Est-ce que vous êtes convaincu par ces arguments? Non, pas du tout. Je pense que le président s'était précipité pour aller à Charlie Hebdo, un pays étranger où vraiment des gens injuriaient le prophète. Ce que même des athées et des chrétiens n'acceptaient pas. Et comme d'autres présidents, il était en bousculade pour apparaître au premier plan. Donc je crois que quand dans ton propre pays il y a une telle situation, qui est même grave parce que il avait annoncé qu'avec le plan décennal, les inondations étaient terminées. Donc, c'est une inondation assez grave, assez généralisée. Et je pense qu'il aurait dû rapidement, très rapidement, aller sur le terrain. Mais sa femme est partie. La première dame est allée sur le terrain. Est-ce que c'est interchangeable? Je ne sais pas. Hein? Mais elle est allée dans la banlieue, elle a parlé aux populations. Bon, je ne sais pas quel est le statut juridique d'une première dame. Mais je pense que c'est une erreur de ne pas être allé très tôt sur le terrain pour s'enquérir de la situation et prendre des décisions réalistes et non pas des effets de manche, des décisions politiques dont on peut douter de la faisabilité à court terme. Bakary, une fois sur le terrain finalement, mais il n'a pas eu de contact avec les populations au chevet desquelles il est allé. Comment vous l'expliquez? Oui, bon, écoutez, ça c'est le protocole. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi je me dis, il aurait pu vraiment se rattraper
même s'il venait à visiter les populations 2 semaines après, en ne se ratant pas par des actes forts, n'est-ce pas, qu'il devait poser sur le terrain. Parce que, évidemment, moi, j'ai regardé les images vraiment des inondations de Kermassar et il y a des zones plus sinistrées encore qu'on n'a pas montrées. Mais quand je vois, disons, ces embarcations des sapeurs-pompiers, j'aurais été le conseiller du président, je lui dis, ben attends, mets-toi dans une embarcation. D'abord l'habillement, l'habillement d'abord, pour parler vraiment de la distance, n'est-ce pas, qu'il a eu à opérer entre lui, n'est-ce pas, et les populations. D'abord, le costume qu'il porte. Tu vas dans un... même s'il est décontracté, hein, donc c'est vrai, il n'a pas porté de cravate, vous me direz, c'est vrai, mais quand même, le costume. Pour moi, c'est un habit inapproprié. Et en termes de communication non verbale, évidemment, ça veut dire que là, il signe une distance entre lui, n'est-ce pas, et les populations. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, de mon point de vue, si j'étais son conseiller comme politique, évidemment, je lui dis, mais attends, mets-toi dans une embarcation, n'est-ce pas, des sapeurs-pompiers. Fais quelques tours et puis les images qui parlent. Donc ça, je pense que si les sinistrés voient ça, ils vont dire, il est des nôtres. Voilà, il est des nôtres. Voilà, donc il vit la même situation, n'est-ce pas, que nous. Mais le président n'a pas fait cela. On lui a aménagé juste un petit espace où il a parlé aux populations, évidemment, en faisant des déclarations choc du genre, oui, je vais créer un nouveau département à Kermassar. Ouais. Hein, voilà, donc je ne sais pas si la question viendra. Si. Voilà, donc ça, on y reviendra. Mais bon, bref, l'un dans l'autre, pour moi, je n'ai pas senti un président près des populations. Ouais. D'abord, je vous l'ai dit, la communication non verbale, le port vestimentaire déjà, met cette distance entre lui, n'est-ce pas, et je l'ai vu vraiment à l'écart un peu, vraiment de ces eaux, n'est-ce pas, qui l'ont entouré, alors que moi, si j'étais à sa place, je serais vraiment dans l'embarcation vraiment des sapeurs-pompiers, faire un tour, et je vous assure, si c'était du temps de Wade l'aurait fait. Ça je vous l'ai dit. Malheureusement, il a raté le coach. Ludovic, en annonçant l'érection de Kermassar en département, le président semble satisfaire une vraie vieille revendication, hein, certes, mais beaucoup s'interrogent sur la temporalité de cette annonce. Il n'y a pas de visée politique? Oui, je crois que ce gouvernement-là a fait preuve de beaucoup d'incompétence. Parce que on ne prend pas une décision de cette manière-là. Il faut une étude avec des techniciens qui attestent de la rentabilité de l'érection de Kermassar en département. Qu'est-ce que ça apporte à l'économie du Sénégal? Qu'est-ce que ça apporte au développement du pays? Il faut une étude qui éclaire la prise de décision. Bon, maintenant, à mon avis, ça n'a pas été fait. Ce n'est qu'une revendication et personne n'a étudié la faisabilité et l'utilité d'une telle revendication. Alors, quand maintenant on prend une telle décision à l'occasion des inondations, c'est clair que mais en termes de densité de la population, quand même, Kermassar peut être érigé en département. Oui, parcelle aussi. Il y a d'autres localités qui auraient pu être érigées en département qui n'ont pas été. Mais pourquoi c'est à l'occasion des inondations qu'on annonce ça? C'est ça le problème. Peut-être, on ne prend pas parce que c'est une décision importante administrative. Il faut quand même que cela soit discuté par des gens qui l'ont nommé et qui ont le devoir de réfléchir sur de telles questions. Alors, on a l'impression que c'est pour faire plaisir aux populations qu'il a pris une telle décision. Mais est-ce que la départementalisation de Kermassar règle le problème des inondations? Non. Que ce soit une commune, un département, une région ou autre, s'il n'y a pas assez de canalisation, si l'espace n'est pas bien organisé, il y aura des inondations. Donc, on y reviendra peut-être, mais c'est encore de la politique et c'est la preuve qu'on est encore dans l'optique d'un troisième mandat. Bakary, qu'est-ce que le président cherche en faisant cette annonce, la départementalisation de Kermassar pour vous? Oui, je pense, avant de répondre à la question, il faut d'abord se féliciter d'une chose. Il a annoncé 10 milliards donc pour venir en aide aux sinistrés.
Et parmi ces 10 milliards, évidemment, dans ces 10 milliards, il va prendre 3 milliards vraiment pour ce qu'il appelle l'appui direct. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut saluer. Maintenant, qu'est-ce qu'il vise à travers vraiment, disons, cette annonce de départementalisation, n'est-ce pas, de Keur Massar? Moi, j'entends souvent les tenants du pouvoir articuler vraiment cette critique que oui, on ne doit pas politiser vraiment les inondations. Ils n'auraient compris à la politique. En réalité, les inondations sont une question, c'est une question pas éminemment politique. Je dis bien éminemment politique. Parce que la politique, c'est quoi au fond? C'est lorsque les populations expriment des besoins, qu'on nomme une femme, vraiment, disons, est capable vraiment de répondre à ces besoins-là. C'est ça la politique. C'est l'expression avouée ou non, n'est-ce pas, des besoins des populations et qui attendent des réponses par rapport à cela. C'est ça la politique. Il ne faut pas rêver. Donc, si le président, disons, apporte cette réponse-là, c'est qu'il sait que les inondations constituent, disons, une question politique. Mais est-ce que la réponse elle-même n'est pas politicienne? Ça, on va y revenir sur la nuance est importante entre le politique, n'est-ce pas, et le politicien. Alors, je pose deux hypothèses. On vous parle des inondations, vous apportez une réponse administrative. Où est la cohérence? Première question. Où est la cohérence? Est-ce que vraiment, face aux inondations, c'est la réponse, n'est-ce pas, administrative qu'on devait apporter? Mais ce qui est intéressant, c'est l'en-deçà ou l'au-delà, n'est-ce pas, de cet acte posé, disons, par le président de la République. Pour moi, c'est un acte éminemment politicien, où il y a des calculs vraiment qui sont en train d'être faits en corrélation avec les élections locales. Et l'hypothèse que je pose, elle est là. Vous avez le département de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye, de Rufisque. Donc vous avez 4 départements. Or, parmi ces départements-là, il y a un département géré par son petit frère, il y a un département géré par son parent Timbo. Alors, il peut se dire, je suis en train juste de poser des hypothèses, il peut se dire, attends, c'est pas aussi évident les prochaines élections que ces deux puissent vraiment l'emporter. Si, par exemple, les opposants l'emportaient, quelle sera la situation dans laquelle je me trouverai? Donc, moralité, je vais créer un autre département. Donc, au lieu de 4, je vais avoir 5. Donc, en sachant que Rufisque, j'ai toutes les chances, n'est-ce pas, de le maintenir. Et Keur Massar, je suis sûr, peut-être de mettre quelqu'un qui peut m'assurer la victoire. Donc, il peut avoir 2 départements sur les 3 qui peut contrebalancer. Donc, j'essaie d'entrer dans la tête du président parce que je pose des hypothèses. Donc, pour dire que, en réalité, cette départementalisation, pour moi, ça a des soubassements politiciens. Carrément, je ne dis pas politique, mais politicien, où justement on est en train vraiment de voir quelles sont les chances, n'est-ce pas, pour les prochaines élections du président au niveau de Dakar. Donc, parce que en créant, disons, en faisant de Keur Massar un département, mais tu amoindris encore la force de Pikine et de Guédiawaye, surtout de Pikine. Donc, ça veut dire que les enjeux changent en ce moment-là. Donc ça c'est la première hypothèse. La seconde maintenant, c'est par rapport à la 3e candidature du président. Et là, cette 3e candidature du président, ce qui est intéressant, c'est les locales. Quelle sera l'issue des locales qu'il va organiser? À quel moment il va les organiser? Si le président venait vraiment à avoir un score intéressant pendant ces locales-là, mais ce sont ces élus locaux qui vont dire, non, le président, vous allez vous présenter pour une 3e fois. Parce que c'est une demande de la population. La demande ne viendra pas de lui. Mais c'est une demande extérieure en ce moment-là qui va justifier le fait qu'il présente, n'est-ce pas, sa candidature. Vous voyez comment cette départementalisation nous mène loin. Et c'est ça le génie politique de Macky Sall. C'est-à-dire que lui, il ne pose pas un acte comme ça à l'aveuglette. Il calcule et c'est un fin calculateur et je pense que ça... Après Keur Massar, il a entamé ce week-end une tournée ou des visites... des tournées économiques, disons. Alors, est-ce que donc il est dans cette même logique
politique. Je pense qu'il est dans cette même logique politique. Parce que le couplage des élections 2020, ça aussi, il faut le poser. Hein. Est-ce que le président Macky Sall va organiser les locales en mars 2021 ou bien il va les coupler en les couplant, nous allons en 2022. Ouais. Alors, c'est pas la même chose. S'il organise les élections en 2022, en 2021, mars 2021, et qu'il gagne massivement, là, vraiment, il a toutes les chances, je dis bien, et il a le temps. Vraiment, il a le temps de travailler pour une troisième candidature. Or, s'il coupe les élections, c'est-à-dire qu'on va en 2022, et que la date de 2024 est maintenue, ça veut dire que nous avons juste un an de décalage. Et en ce moment-là, c'est pas bon pour lui, n'est-ce pas, de briguer en troisième mandat. Moi, ce sont les hypothèses-là que je pose en se disant que quelque part, même la tournée économique, n'est-ce pas, qu'il est en train d'entamer, on peut voir deux choses. D'abord, une session de rattrapage par rapport au retard, n'est-ce pas, accusé d'aller dans les zones sinistrées, en posant l'acte, disons, d'aller, de faire cette tournée économique, évidemment. Donc, ça permet non seulement d'oublier ou de faire oublier donc ce qui s'est passé, parce que depuis lors, les inondations, on en parle, c'est vrai, mais on est carrément aussi la une sur le dispute entre les inondations, n'est-ce pas, et la tournée économique. Voilà, donc ça aussi, et le fait d'aller rencontrer, disons, les paysans, et même là aussi, ce sont les paysans du dimanche, n'est-ce pas, que le président oui. Ce sont les paysans du dimanche. Justement, Ludovic, le président a visité hier des champs triés sur le volet, il faut le dire. Sur cette antenne, comme Bakary l'a dit, on a entendu des organisations paysannes, d'ailleurs, dénoncer ce privilège-là accordé à ceux-là qu'ils qualifient de paysans du dimanche. Qu'est-ce qui motive, selon vous, le président a procédé de cette manière? Oui, je pense que, comme l'a dit Mané, c'est un fin calculateur. Vous savez, il ne parle pas beaucoup et il semble, entre guillemets, innocent, mais les gens ont compris qu'il est très stratégique en matière politique. Bon, une tournée, parce que, vous savez, ces personnes-là, les agriculteurs du dimanche, comme on dit, ils peuvent quelque part drainer du monde. C'est des gens qui ont une certaine influence et dont l'opinion compte dans les différentes localités. Mais ça, également, c'est des gens qui peuvent avoir de l'argent à mobiliser, parce que les élections aussi coûtent cher. Mais ça, ce n'est qu'une première tournée. Il y en aura d'autres. Et vous savez, aujourd'hui, quelques fins politiciens que soit le président, je pense que les gens ont commencé à le comprendre. D'ailleurs, quand vous dites dans le Sénégal, le président fait une tournée, c'est une préparation du troisième mandat. Il est en train de faire la politique. Donc, et ça, la faiblesse, c'est d'avoir montré qu'il tient à ce troisième mandat-là. À sa place, moi, j'aurais joué la feinte. J'aurais fait comme si je ne m'intéresse pas, je dois partir. Et faire de sorte que, soit les populations, s'organiser pour que les populations l'exigent, qu'on dise, il voulait partir, mais les populations ont dit qu'il va rester. Ou bien alors, discréditer l'opposition, dire, nous ne voulons pas troisième mandat, mais qui voter pour qui maintenant? Sonko, ceci. Il dit cela, etc. Donc, on va voter pour Macky Sall. Donc, les gens ont commencé à comprendre parce qu'il a montré qu'il tient à ça. Et quand on a une passion, ça devient une faiblesse. Et c'est pour ça qu'il renvoie toute personne qui dit qu'il doit faire il ne doit pas faire un troisième mandat, alors qu'il l'a dit. Donc, cette passion-là conduit à la démesure. Quelqu'un qui répète ce que tu as dit à la télévision ou à la radio, tu le renvoies. Ça, c'est pratiquement c'est insensé. Et quelqu'un qui dit le contraire, tu ne sanctionnes pas. Aujourd'hui, on devait sanctionner ceux qui disent que le président doit faire un troisième mandat. Parce qu'il a dit, et les audios sont là, qu'il ne fera pas de troisième mandat. Donc, la tournée économique et tout ce qu'il fera, et je sais qu'il fera encore beaucoup de choses, c'est des calculs pour légitimer le troisième mandat. Mais ça ne sera pas facile. Parce qu'il a déjà parlé. Les gens ont entendu. C'est compliqué, ça. Qu'un Sénégalais ouvre son portable, voit une vidéo où le président a pris à maintes reprises, et même avant les élections. Parce que si le président avait dit ce qu'il est en train de faire là, il ne sera pas élu. S'il avait dit, moi, je veux que vous m'élisiez président, mais à un moment donné, si vous me posez la question, je vous dirai ni oui ni non. Ou je vais faire troisième mandat. Les gens ne l'auraient jamais élu. Donc vous voyez, c'est déjà
une plaie. C'est déjà un véritable problème pour lui. Et c'est peut-être pour ça qu'il est allé dans la banlieue, je n'ose pas dire à contre-cœur. Parce que c'est presque une contrainte. Il faut y aller. Alors que lui, il aime être le maître du jeu. C'est lui qui il décide et il n'a jamais reculé devant une décision. Ça, il faut le dire. Mais il doit reculer. Il va au car bloquant, il y a des émeutes, son marabout lui dit recule, il recule. Mais je n'ai jamais vu le président Macky Sall reculer sur quoi que ce soit. Il n'a jamais accédé même à des demandes de marabouts, de grands hommes religieux. Est-ce que vous voyez? Donc, cette fois-ci, c'est comme si c'est téléphoné, quoi. Il y a des inondations, le président doit y aller. Et il n'est peut-être pas content d'y aller. Parce qu'il aurait voulu aller en héros ou d'une autre manière. Mais l'échec du plan décennal est là. Et il entend la presse, les gens dire où sont les 700 milliards. Peut-être même qu'il craignait même d'être mal reçu sur place. Ouais. Comme cela a été à l'université. Tu dépenses 700 milliards, les gens sont encore dans l'eau et on sort encore des vidéos pour montrer là où le président disait qu'en 4 ans, il a réglé le problème des inondations. Je pense que si ce pouvoir-là avait vraiment quelque chose à supprimer, ça serait les réseaux sociaux. Bakary, pendant que le président renoue avec le terrain, ses opposants se perdent dans des passes d'armes et querelles inutiles. Que vous inspire cette attitude de l'opposition? Oui, moi je pense que la politique, il y a cette dimension subversive. La politique, il ne faut jamais perdre de vue. Et c'est un positionnement, et lorsqu'on pose des actes, c'est des actes pour et en même temps des actes contre. Donc, que l'opposition, disons, montre ses dissensions à l'occasion de ces inondations, pour moi, ça ne doit étonner personne. Parce qu'il s'agit d'opérations de charme aux côtés des populations. Or, chacun veut avoir le plus grand espace possible lorsqu'il est en face des moi, quand j'entends, peut-être, d'abord, il faut l'indiquer, quand on parle de cette guerre entre Bougane, n'est-ce pas, et Sonko. Donc, avant Bougane, évidemment, la critique, les éléments de langage, n'est-ce pas, des tenants du pouvoir, c'était de dire, oui, on ne doit pas politiser, n'est-ce pas, les inondations. On ne doit pas politiser les inondations. Je l'ai dit à l'entente de mon propos, c'est de rien comprendre, n'est-ce pas, à la politique. Que de dire on ne politise pas, n'est-ce pas, des inondations, alors que les inondations constituent un élément purement, n'est-ce pas, politique. Alors, dans cette histoire, évidemment, dire à tous ceux qui sont allés sur le terrain ne politisez pas, n'est-ce pas, le débat, c'est lancer des cailloux, n'est-ce pas, dans le jardin de ces gens-là. Or, nous sommes en politique. L'adversaire politique, évidemment, même si on est du même bord, nous sommes des adversaires puisque nous cherchons la même chose. À partir de ce moment-là, évidemment, c'est l'homme politique qui va choisir s'il va répliquer ou non. Donc, voilà, on donne des coups, on en reçoit. Moi, c'est comme cela que je vois la chose. Pour moi, vraiment, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Parce que c'est là vraiment qu'ils se perdent en conjoncture. Je pense que quelque part, ils sont en train de chercher le buzz. Donc, et souvent, ce sont les réseaux sociaux, c'est des sites, n'est-ce pas, qui reprennent vraiment cette guéguerre, qui prononcent cette guéguerre entre deux figures. En réalité, il n'y a même pas de comparaison possible. Donc, si je ne vais pas citer de nom de ces deux personnes, n'est-ce pas, qu'on monte en épingle. Évidemment, l'un est allé à la présidentielle, il a occupé la 3e place, l'un, n'est-ce pas, a été calé, n'est-ce pas, par le parrainage. Évidemment, il n'y a pas de comparaison possible. Je pense qu'il faut poser le vrai débat. Le vrai débat, c'est que ces inondations, on nous a parlé d'un plan décennal. Et je pense que c'est cela, les éléments de langage. On nous a parlé d'un plan décennal. Moi, ce que je décèle dans un premier temps, c'est vraiment la disparité des chiffres qu'on nous donne. Gagne Saro a dit que le plan décennal a coûté aux Sénégalais, disons, 764,5 milliards. Je dis bien 764,5 milliards. Répartis comme suit. 5,55 milliards pour l'aménagement du territoire, 483 milliards pour la reconstruction urbaine et les relogements, et enfin 276 milliards pour la gestion des eaux fluviales. Mais quand vous allez dans le document, et là, il dit, ceux-là qui avancent le chiffre de 767 milliards ont tout faux. Attends, allez dans le document publié, et ça je vous le dis, vous pouvez cliquer, aller dans le document publié par le Bureau d'information gouvernementale, BIC.
Ils ont publié le document du plan décennal. Dans ce document du plan décennal, BIC dit que le plan décennal arrêté le 8 septembre 2012, le budget prévisionnel est de 766,988 milliards. C'est-à-dire 766,988 milliards. Quand tu arrondis, tu es à, disons, tu es à 767 milliards. Ce sont ceux-là qui ont raison. Parce que c'est ça le document, le vrai document. Mais je ne sais pas, là où Ngagne Sakho est allé prendre les 764 milliards. Donc moi, en tant que journaliste, en tant que citoyen tout court, je m'interroge en me disant, est-ce qu'on a les vrais chiffres là? Qu'est-ce qu'on cache? Donc, d'où la transparence. Je pense que les hommes politiques qui vont aux côtés des sinistrés doivent vraiment demander la transparence. Est-ce qu'on a mis l'argent là où il faut le mettre? Est-ce que quelqu'un, vraiment dans la mise en œuvre, a failli à sa mission? Si oui, il faut identifier ces personnes-là, il faut les sanctionner, soit positivement ou bien négativement. C'est ça le vrai débat. Que de dire, oui, il ne faut pas politiser. Pour moi, vraiment, une fois de plus, nous sommes au niveau de la politique politicienne, où on écrase, n'est-ce pas, un adversaire pour se montrer ou bien pour rehausser sa propre image. Et pour moi, en tant que spécialiste en la matière, ça ne m'aime pas. Et je me dis, quelque part, on est en train de passer à côté des vraies questions. Pour moi, les vraies questions, vraiment, 767 milliards. Quel est le montant, n'est-ce pas? Lui, il dit que c'est 267 milliards, 76 milliards qui sont dédiés aux eaux fluviales, c'est-à-dire que pluviales, pardon, tout ce qui est inondation. Mais attends, si on met ce montant-là, ça veut dire qu'on devait avoir, des résultats. Or, vous avez vu, la première année, ce qu'ils appelaient le plan d'urgence, c'est 2012-2013. Mais regardez les ouvrages structurants. D'ailleurs, même le président en a parlé dans son discours. Les ouvrages structurants, n'est-ce pas, qu'ils ont eu à construire. Aujourd'hui, quand vous allez du côté de Ouest Foire et consorts, c'est réglé. C'est réglé. Vraiment, on applaudit. Alors, pourquoi on n'a pas continué dans cette... Est-ce que le gouvernement n'est pas capable, disons, de mobiliser l'argent? Parce que quand on parle de budget provisionnel, ça veut dire que l'argent n'est pas là. Il faut aller le chercher. Peut-être que quelque part, ils sont incapables de mobiliser autant de moyens pour venir à bout vraiment, disons, de ces inondations. Donc, pour moi, l'un dans l'autre, évidemment, cette guerre, pour moi, c'est pour amuser la galerie. Il faut que les hommes politiques posent les vraies questions et ce n'est pas l'argent ou bien le riz qu'on va distribuer, disons, aux populations qui va régler le problème. Non, ça, c'est des questions structurantes et je pense qu'il faut y aller avec une intelligence qui peut vraiment disons, contourner les difficultés, plus ou moins, vraiment, des changements climatiques. C'est vrai, ce que dit le président, il a raison. Les changements climatiques, il faut s'attendre à des situations vraiment invivables, intenables. Mais la force des gouvernants, c'est de prévoir. Absolument, c'est ça qu'on attend d'eux. C'est cela. Il faut être dans la prévision. Donc vivement que cela, qu'ils s'orientent vers ça et en attendant qu'ils nous fassent le bilan, vraiment, disons, de ce plan décennal. C'est ça. Cette division toujours de l'opposition, Ludovic, Bakary a parlé de la politisation des inondations, mais l'autre point de friction a été la question du statut du chef de l'opposition. Pourquoi cette question divise tant l'opposition? Oui, vous savez, l'opposition est globalement une organisation. On ne peut pas espérer qu'il n'y ait pas de conflit ou d'intérêts divergents dans une organisation. Mais comment les gens ont élu Wade? Ce sont des socialistes qui sont allés le chercher. Ils n'avaient pas les mêmes idées que lui, ils n'avaient pas les mêmes convictions, la même idéologie, mais ils sont allés le chercher parce qu'ils ont pensé qu'il pouvait être président. Alors qu'ils avaient des contradictions sur le plan idéologique. La gauche. Voilà. De la même manière, écoutez, aujourd'hui, l'opposition a des intérêts qui peuvent être divergents. Hein? Parce que quand Karim Wade n'est pas candidat parce qu'il a été recalé, ou quand Khalifa Sall n'est pas candidat parce qu'il est en prison, mais écoutez, ça arrange son coup. Ça arrange d'autres candidats qui sont passés, parce que moins on est nombreux, plus les Sénégalais viennent voter pour nous. Donc, c'est pas mauvais qu'il y ait des contradictions, mais il faut savoir les taire pour privilégier un objectif commun. Maintenant, cette question-là, c'est est-ce qu'il y a réellement un malaise dans l'opposition, ou bien est-ce que c'est le pouvoir qui l'amplifie pour discréditer l'opposition?
Quand le président avait dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il y a beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenues, mais celle-là, il a bien tenu. Hein. L'opposition est quasi inexistante. Les gens ne font... Il n'y a pas... écoutez, même la société civile est plus dynamique que l'opposition aujourd'hui. Ce que fait Guy Marius Sagna, qui l'a fait dans l'opposition? Qui est prêt à aller marcher en risquant la prison et en étant emprisonné plusieurs fois? Quel opposant l'a fait ici? Je suis allé aux élections, on m'a battu, mais je ne fais pas de recours. C'est irrespectueux pour les candidats. Donc l'opposition est quasi en lambeaux. Il n'y a que Sonko qui gesticule parfois, etc. Mais on doit aller plus loin que ça. Maintenant, moi, je n'ai pas entendu un chef de l'opposition prendre la parole pour défendre qu'il est chef de l'opposition, qu'il veut être chef de l'opposition. C'est le pouvoir qui amplifie ça, qui crée pour discréditer. Et si vous regardez bien, ils ont envie qu'Idriss Seck soit chef de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas peur de lui. Même dans l'entre-deux tours, quand au moins 80% des candidats sont allés le rejoindre, ça n'a aucunement inquiété le pouvoir. C'est pourquoi certains pensent même qu'il y a un deal. On connaît bien Idi. Il est éloquent, il est virulent. Virulent, pourquoi il ne dit rien? Je ne dis pas qu'il y a un deal, mais ça ressemble à ça. Donc, ça me semble être une invention du pouvoir pour faire de Idi le chef de l'opposition. Et peut-être que si on peut faire un deal avec lui, c'est un deal qui sera valable, qui sera officiel, pour dire que le chef de l'opposition est d'accord pour qu'il y ait un second mandat, pour qu'il y ait un troisième mandat. Alors les sous-fifs, là, qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne va pas les écouter. Alors que Idi n'est peut-être pas la principale force politique aujourd'hui. Oui, mais il y a quand même des critères objectifs qui peuvent faire de Idi le chef de l'opposition. Oui, je ne suis pas contre, je ne dis pas non. Il est deuxième aux élections. Absolument. Mais ces élections ne sont pas une référence. Parce que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Sénégal en fait partie, a dit que la détention de Karim Wade est une détention arbitraire. Si on ne l'avait pas retenu arbitrairement, il aurait été candidat. Et on sait comment les gens ont manœuvré pour que... Mais écoutez, ça c'est connu. On va dans l'arène, on fait de sorte que tel ne soit pas... Mais écoutez, une élection... Parce qu'aux élections législatives précédentes, qui était deuxième? C'est le PDS. Qui était troisième? C'est Taxawu Sénégal, avec Khalifa Sall. Mais une élection où ni Karim Wade, en tout cas, ni le candidat du PDS, ni le candidat de Taxawu Sénégal n'est présent, qui va gagner si ce n'est pas Macky Sall? Voilà pourquoi je vous dis qu'ils n'ont jamais été inquiétés. Parce que Sonko est plus ou moins nouveau, ils ont calculé, ils ont des renseignements, ils ont vu qu'il ne sera pas présent. Il aura des voix, mais il ne sera pas présent. Ils ont calculé autre chose. Les gens me disent qu'il est atteint mystiquement. C'est pour vous dire que les gens ne comprennent pas même pourquoi il ne réagit pas. Donc, de la même manière, en tout cas, ça arrange le pouvoir aujourd'hui qu'il soit chef de l'opposition. C'est pourquoi on amplifie, il y a guerre, ainsi et cela. Mais moi, écoute, on ne peut pas refuser qu'il y ait des points de vue contradictoires au sein de l'opposition. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en guerre et qu'ils vont se casser la tête. Non, ça, ce sont des gens qui sont payés pour... Je vous ai dit que c'est l'une des stratégies. Parce qu'il y en a deux. La première, c'est de dire que je ne voulais pas être candidat, mais c'est les populations, les grands agriculteurs, les marabouts qui m'ont imposé. Comme on avait dit, oui, je voulais faire de 7 ans à 5 ans, mais le Conseil constitutionnel m'a dit non. On va dire encore, je voulais partir, mais le peuple m'a dit non. C'est une stratégie. La deuxième, c'est de discréditer l'opposition, de sorte que les gens se disent, écoutez, nous ne voulons pas de troisième mandat, mais comme il n'y a personne de crédible en dehors de Macky Sall, mettez-le là. Oui. Bakary, finalement, cette question du statut du chef de l'opposition semble intéresser tout le monde au niveau de l'opposition, qu'ils le disent ou pas. On a même vu le PDS ces derniers jours avec un regain d'activité alors qu'il était en hibernation depuis des mois. Dire même le PDS qu'il flaire un deal entre Idrissa Seck et le régime et le pouvoir. Oui, le PDS, j'ai entendu un de ses représentants sur un plateau dire que, en tout cas, eux, voilà, donc ça leur laisse l'histoire du chef de l'opposition laisse le PDS de marbre.
Il l'a dit, il l'a répété. Oui, mais c'est cette question-là qui a semblé les sortir de leur silence. Oui, peut-être, je ne sais pas trop. Est-ce que c'est cette question ou bien c'est les inondations ou bien ils veulent, parce que après, vous avez vu ce qui a suivi. On réclame vraiment l'arrivée de Karim Wade. On l'a annoncé plusieurs fois, donc jusqu'à présent, on reste dans l'un dans l'autre. Je pense que les élections locales qui se profilent à l'horizon constituent des éléments de contexte qui peuvent, disons expliquer ce réveil, disons, du Parti démocratique sénégalais. Si je reviens à la question, n'est-ce pas, du statut, à un moment donné, je veux que l'opposition elle-même soit cohérente. Je parle de que l'opposition, c'est là qui a fait face, disons, au président Macky Sall lors de la dernière présidentielle. Regardez, quand Macky Sall a remporté les élections, a remporté la présidentielle avec plus de 58%, ses adversaires ont tenu une conférence de presse pour contester. Vous vous souvenez très bien que voilà, ça s'est mal passé, très bien. Si on est cohérent, quand vous contestez quelque chose, il faut rester dans cette dynamique. C'est-à-dire que vous contestez un président à qui le dialogue national maintenant donne la possibilité de régler la question, n'est-ce pas, du statut du chef de l'opposition, ça fait désordre, quoi. Franchement, ça fait désordre, quoi. Il faut être cohérent en se disant, ce président, c'est vrai, on avait contesté et on est toujours dans la logique de contestation. L'histoire vraiment du statut, ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'on devait être dans cette logique. C'est ça. Mais Bakary, cohérence pour cohérence, on a vu au début de la pandémie, tous les opposants se sont rendus au palais. Oui, mais ça pour aussi, légitimer avec le sourire. Mais justement, le président. Justement, c'est là où il faut saluer encore le génie politique, n'est-ce pas, de Macky Sall. C'est un génie politique. Ça, il faut le dire. Donc moi, quand j'ai des choses à dire, il faut le dire, c'est un génie politique. Parce que comment il est parvenu, disons, à dissiper ces vents de contestation, aussitôt après, au lendemain de la présidentielle, c'est de miroiter, disons, aux opposants cette possibilité de dialogue politique, dialogue national. Et tout le monde, certains se sont engouffrés, d'autres non. Donc il a cassé dans un premier temps cette dynamique, n'est-ce pas, de l'opposition. Donc on ne parle plus vraiment on ne conteste plus, n'est-ce pas, sa légitimité. Or, parmi, disons, les représentants de ces partis d'opposition-là, il y a des leaders, n'est-ce pas, qui étaient là, qui sont allés avec le président à la présidentielle. Donc, le fait d'accepter d'aller à la table de négociation, disons, discuter autour du dialogue national ou bien du dialogue politique, ça veut dire qu'on donne la caution comme quoi le président de la République, on l'accepte comme étant le président de la République. Donc ça, je pense, c'est le génie du président Macky Sall. Maintenant, la Covid, on a vu comment il a rassemblé toutes les forces vives autour de lui. Ça aussi, c'est du génie, c'est du talent, n'est-ce pas, politique, quoi qu'on dise. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, cette histoire vraiment du statut du chef de l'opposition, je mets une réflexion très simple. Si le chef de l'opposition doit être la réplique du chef de l'État, chef, n'est-ce pas, d'un parti politique, le Sénégal n'a pas besoin d'un chef de l'opposition. Pourquoi? Je l'ai dit. Regardez bien, quand vous prenez le président, quand je dis réplique, il ne doit pas être la réplique du président de la République. Parce que le président de la République, il est à la fois président de la République et chef de parti. Et vous voyez comment il gère. À un moment donné, comment il met en avant son parti, même dans la distribution des privilèges, entre guillemets, ou comment il privilégie, n'est-ce pas, les gens de son camp. Si donc le chef de l'opposition est une réplique du président de la République, dans ce cas de figure, ce à quoi nous allons assister, c'est que le chef de l'opposition qui a été soutenu, n'est-ce pas, par une coalition, va privilégier sa coalition parce qu'il ne s'agit pas d'une opposition, il s'agit des oppositions. L'opposition, il y a des oppositions au Sénégal, ce n'est pas une seule opposition. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que simplement, on a vu comment le président de la République gère vraiment l'État et son parti. Évidemment, ça va être une réplique simple, pure et dure, vraiment, d'un chef de l'opposition qui va privilégier à la fois, d'abord, les membres vraiment de sa coalition, mais surtout, à l'intérieur de cette coalition-là, il va surtout privilégier les membres de son parti. Alors finalement, qu'est-ce que le pays en tire? Parce que si on nous dit que le chef de l'opposition, dans l'ordre protocolaire, c'est quelqu'un qui peut voyager avec le président, c'est quelqu'un que le président peut consulter sur un certain nombre de questions, alors que ce chef de l'opposition n'incarne pas l'opposition dans son entièreté,
on se dit à quoi ça va servir. Sinon, encore, c'est une institution de plus. Donc, comme on en voit, avec des moyens qu'on va lui donner, qui va gérer ces moyens-là comme il va gérer vraiment sa maison. Et là, c'est pas le pays qui en tire bénéfice. Moi, je dis une fois de plus, je pense que cette question-là, il faut la différer. Il faut la différer carrément. C'est pas maintenant qu'il faut la régler. Si on la règle, si on se précipite à la régler maintenant, c'est qu'il y a des choses derrière. Et avec, disons, cette possibilité d'un gouvernement qui va être mis en place, combiné maintenant au châssis de l'opposition, vous allez voir que le boulevard vraiment du troisième mandat, évidemment. mais Ludovic, quand est-ce qu'on va régler cette question qui a été déjà actée dans la Constitution? Dans les démocraties modernes, cette question est réglée, ça ne pose pas de problème. Pourquoi au Sénégal on personnalise trop l'affaire, quoi? Vous savez, si vous voulez comprendre les hommes politiques du Sénégal, enfin pas tous, il faut vous dire que 95% d'entre eux ne s'intéressent pas à l'avenir du Sénégal. Ils s'intéressent à l'argent. C'est pour ça... À sa personne, à sa formation. Oui, c'est pour ça que... On a entendu Sonko dire « personne n'est mon chef dans l'opposition ». Oui, voyez-vous. Donc, s'il y a... Vous savez, le gouvernement a intérêt à agiter cette question-là. Parce que c'est une question qui potentiellement divise l'opposition. Oui, mais c'est le gouvernement ou les acteurs eux-mêmes qui participent au dialogue politique? Mais bon, est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas si le PDS a un représentant légal. Oui, le PDS a boycotté le dialogue. C'est une force politique incontestable. Non, le PDS aussi, dans sa démarche, ne se montre pas assez cohérent. On ne peut pas crier sur tous les toits, on s'est réconcilié avec le président Macky Sall et après boycotter aussi ce dialogue. Non, ils disent que le président Macky Sall s'est réconcilié personnellement avec l'ancien président. Mais qu'il n'y a pas une entente politique. Et c'est ça. Mais je pense que ça, c'est logique. Parce que tu dis que les élections ont été truquées, que la victoire n'est pas réelle. Mais qu'est-ce que tu vas faire aux négociations? Et puis négocier, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, il y a des choses qui ne vont pas bien, mais est-ce qu'il y a une situation où les gens doivent dialoguer, négocier, comme si on était entre le gouvernement et le MFDC, où il y a des périls imminents? Mais les gens doivent gouverner, les autres doivent s'opposer. Maintenant, cette question-là, comme je l'ai dit au début, c'est le parti ou la coalition au pouvoir qui y gagne. Parce qu'ils sont certains candidats en chef de l'opposition. Je dis que c'est Sonko. Bougane ne sera pas d'accord, le PDS ne sera pas d'accord, le PDS ne va même pas le reconnaître parce qu'ils ne sont pas allés aux négociations où on disait voilà le statut du chef de l'opposition. Donc ils ne seront pas d'accord. Donc ça va diviser, mais il y aura officiellement quelqu'un qui a des milliards et qui, en tout cas pas réellement, mais officiellement, incarne l'opposition du Sénégal. Et ils veulent que ce soit Idi. Donc on dira que, écoutez, même les opposants, Idi, le chef de l'opposition, est d'accord pour ce que dit Macky Sall, etc., etc. Donc c'est une guerre, c'est de bonne guerre aussi. C'est de bonne guerre. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas vu le PDS réclamer, se bagarrer pour ça. Et puis comme vous l'avez dit, Mané, est-ce que c'est ça la priorité? Mais l'opposition doit dire des choses aujourd'hui sur des questions brûlantes. Regardez ce qui s'est passé avec le pétrole. On ne les a pas entendus, ni même les marabouts, alors que c'est une question d'intérêt national. Nous n'avons pas encore vu une bouteille de pétrole sortir de la mer. Il y a des gens qui ont négocié, qui ont pris des milliards et qui ont même vendu leur part. Et ils sont partis. Où est-ce que vous avez entendu l'opposition parler de ça? Et bien d'autres cas. 767 milliards dans des inondations, les gens sont encore dans l'eau. Est-ce que ce n'est pas de ça qu'on doit parler? L'opposition ne se pose plus vraiment. Peut-être que le PDS est occupé à faire revenir son candidat, ou je ne sais pas, mais on ne sent pas l'opposition technique. C'est-à-dire dire non, ça c'est pas normal. Donc on ne sent pas l'opposition. Et ça, c'est ça la priorité. Parce qu'un pays sans opposition, ce n'est pas bon. Ce n'est même pas bon pour le président Macky Sall. Quand tu es en boulevard où tu circules librement, personne ne te dit arrête-toi, ce n'est pas bon. Il faut qu'il y ait des gens, même à l'intérieur de la paix, qui arrêtent le président. Et qui doivent lui dire, monsieur le président, nous voulons bien être encore là, au-delà de 2024. Mais vous avez porté le combat de l'interdiction du troisième mandat. Et ça, l'opposition n'en parle même pas. Mais les audios sont là. Le référendum, le point principal, c'était ça. Et il a dit que plus jamais quelqu'un ne fasse un troisième mandat au Sénégal en se basant sur la Constitution. Pourquoi on a ajouté nul ne peut faire plus de mandats consécutifs? Pourquoi on a ajouté ça? Pour que ça change? Donc,
Voilà une question. Quand le président dit « je ne dirai ni oui ni non », les gens devaient se lever et dire « non, ce mandat ne t'appartient pas. On t'a confié le mandat du peuple. Tu ne peux donc pas le garder dans ta poche pour dire « je le sors quand je veux, je vous dirai oui quand je veux, je vous dirai non ». Non. Le peuple doit exiger que le président nous libère en disant « j'en ai fini ». Mais même s'il le dit, beaucoup sont portés à ne pas y croire. Vous savez, quand les gens lui ont posé la question est-ce que vous allez faire le troisième mandat, il était même énervé quelque part. Il dit mais pourquoi vous posez cette question-là? Moi, j'ai déjà dit ça, je ne ferai pas. Mais les gens lui ont posé la question parce que quand il a dit qu'il va faire un mandat de 5 ans ou de 7 ans, il ne l'a pas fait. Vous voyez comme c'est grave. Donc, il y a de la suspicion autour du discours du président. Il a dit plusieurs fois, et on lui pose quand même la question, c'est-à-dire qu'on ne croit pas à ce que tu dis. Parce que tu avais dit et tu n'as pas fait. Et voilà que justement, il donne raison à ces gens-là en disant que maintenant, je ne dis ni oui ni non. En réalité, bon, quelqu'un peut changer d'opinion. On peut changer d'opinion quand la situation change, mais avec des arguments valables. Très bien. Bakary, très rapidement, très rapidement, la commission politique a bouclé ses travaux la semaine dernière. Les acteurs attendent du président Macky Sall qu'il s'élève au-dessus de la mêlée pour pouvoir trancher sur les questions autour desquelles ces acteurs eux-mêmes n'ont pas trouvé d'accord. Mais est-ce que vous pensez que le président de la République va trancher vraiment ces questions-là en ne tenant pas compte des positions de son parti? Oui, mais écoutez, moi je pense que le président de la République, étant président de la République et chef de parti, va encore, disons, jauger si dans les actes qu'il doit, ou du moins c'est les décisions qu'il doit prendre, est-ce que réellement son parti ou sa coalition se retrouve, est en pole position. Donc ces calculs, il ne peut pas ne pas les avoir parce qu'il est chef de parti. C'est cela l'incongruité. Parce qu'on avait demandé, cette question-là, ils ont refusé vraiment de la régler, qu'un président de la République ne soit plus chef de parti. Dès l'instant où il est chef de parti, vraiment, il va sans dire que ces conclusions qu'il va regarder, il va le regarder avec un regard, excusez-moi de la répétition, un regard de vraiment, comment dirais-je, un regard intéressé. Donc, en se disant, qu'est-ce que je gagne? Donc, il va être dans des calculs d'épicier. Tout cela corrélé, disons, aux prochaines élections, corrélé peut-être même à la troisième candidature. Et dans tous les cas, peut-être qu'on n'aura pas un président qui va s'élever au-dessus des intérêts crypto personnels, mais qui va encore manager, entre guillemets, n'est-ce pas, ses propres intérêts. Merci Bakary Domingo Mané, journaliste, communicant, directeur de publication du journal en ligne Monde Afrique, et Ludovic Rosner, juriste, analyste politique. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Remue Ménage. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci.